Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes ici avec Jean-Aimé Dakouri, journaliste consultant. Bonjour, cher ami. Bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous. On va essayer de parler Afrique. Est-ce que l'Afrique est mal partie après les indépendances ou l'Afrique est très bien partie? Au risque de décevoir pas mal de pensées uniques, j'allais dire directionnelles, moi je ne dirais pas que l'Afrique est mal partie parce que les indépendances qu'on a eues dans tous les pays africains, c'était tout à fait normal que ces pays puissent garder des contacts avec les anciens colonisateurs, tout simplement pour une question de transfert des pratiques. Il y en a qui ont voulu couper tout de suite parce que oui, on est libre, on va faire tout ce qu'on veut, mais ça n'a pas toujours marché. C'était le cas de la Guinée, par exemple, avec Sékou Touré. Vous avez très bien vu que lorsqu'il a eu l'indépendance, ils ont même cassé les bâtiments dans lesquels les colonisateurs donnaient les services, même les hôpitaux, ils ont tout cassé avant de partir. Pour leur dire, bon, vous êtes indépendants, vous devez maintenant tout reprendre à zéro. Donc je pense que la politique, celle d'Houphouët-Boigny par exemple, d'aller progressivement à l'indépendance et de garder les colons, travailler ensemble avec eux, et puis faire plus tard une politique d'ivoirisation des cadres, ainsi de suite, progressivement, c'était intéressant. Donc je pense qu'à la limite, elle n'était pas très mal partie, mais la continuité n'a pas été assurée. Bien entendu, quand les nouveaux chefs, issus même de l'Afrique, ont pris les rênes de leur continent, ils ont fait quelques erreurs de casting, de coaching, on va dire. Donc, il y a de l'espoir. Et on peut mieux faire encore en Afrique aujourd'hui. Jean-Aimé Dakouri, 50 ans après, les accords de partenariat entre l'Afrique et l'Europe ne profitent pas l'Afrique. C'est la faute de perdre des indépendances. Ou c'est comment? Vous voulez certainement faire allusion aux accords de partenariat économique qui ont eu lieu en 2012 au Bénin. À ce niveau-là, c'était des accords essentiellement basés sur les rapports, les relations commerciales. Et ce sont, pour moi, pour ma part, ce sont les pays africains même qui sont responsables de ce qui se passe et que si ça ne se passe pas très bien. Parce qu'on leur a donné là une lucarne. On dit aujourd'hui, on va vous privilégier pour donner des facilités de pénétration sur le marché douanier, par exemple, des pays européens, des 27 pays. Mais il ne faut pas oublier que les ACP, c'est 79 pays. Donc 79 pays, normalement, doivent avoir un poids économique plus important que les 27 pays de l'Union européenne, tout simplement. Mais le gros problème qui se passe dans les pays africains, ACP compris, vous êtes en face d'un bloc uni qui a une monnaie unique qu'on appelle l'euro. De l'autre côté, vous avez les CEDI, vous avez le CFA, vous avez le dollar congolais, le zaï congolais, vous avez tout ce que vous voulez. Et vous me dites quoi? Vous donnez une enveloppe budgétaire de 11 milliards. Vous allez le partager comment? Donc, le problème, il est là. Si vous êtes dans un groupe et vous allez discuter avec un autre groupe qui est homogène, commencez par être homogène chez vous. Ce n'est pas des questions de statistiques, PhD en informatique, PhD en calcul ou quoi. C'est pratique. Vous avez d'un côté un bloc. La Belgique a abandonné le franc belge. Les Français ont abandonné le franc français. Ils sont tous dans l'euro. Donc, ils parlent d'une seule voix. Au niveau des devises, c'est pas pareil. Aujourd'hui, le CEDI du Ghana, il dépasse le franc CFA, qui regroupe plusieurs pays. Donc, c'est au bloc africain de se dire, ok, 50 ans d'indépendance, on a travaillé avec des monnaies différentes, mettons-nous d'accord avec une seule monnaie pour l'Afrique. Si on ne peut pas prendre toute la... Mais ce serait même bien de commencer par dire, on se met d'accord avec une seule monnaie pour toute l'Afrique. Pourquoi pas? Selon vous, les nouveaux dirigeants de l'Afrique, la nouvelle génération, doivent-ils renégocier les contrats de partenariat entre l'Afrique et l'Europe? Vous savez très bien qu'un contrat
à son essence même la renégociation, même le contrat de travail. Quand un patron embauche quelqu'un, à l'issue d'un an ou 2 ans, on fait une évaluation. Si elle est positive, on augmente son salaire un tout petit peu. S'il a envie de partir, on lui graisse un peu la patte pour qu'il ne parte pas. Je veux dire, vous devez sortir du complexe d'Africains et d'Européens. Les Africains, ils doivent comprendre aujourd'hui que les tests, les indépendances que les gens ont données, parce que ce n'est même pas ceux qui dirigent maintenant qui ont donné l'indépendance à l'Afrique. Ils ne savent pas comment les gens ont saigné, ils ont souffert, quelle humiliation ils ont eu pour avoir l'indépendance dans les pays africains. Ils ne savent pas. Je comprends très bien qu'ils se comportent comme ils font. Parce que, figurez-vous, quelqu'un à qui on donne un pouvoir sur le pied, sur un plateau, bah, il va demander à son téléphone, oui patron, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne sait pas que les gens se sont battus. Figurez-vous l'Algérie, comment ils ont souffert. Comment vous pouvez penser que Bouteflika, aujourd'hui qui ne parle pas, les Algériens disent, il peut être président. Parce qu'ils savent d'où ils viennent avec lui. C'est tout simple. Si vous voulez avancer, vous avancez. Si vous ne voulez pas avancer, vous n'avancez pas. Parce que le travail, c'est ça qui paye. Les pays africains, les jeunes pays africains doivent comprendre que les histoires de papa, ils veulent aller demander l'argent au FMI, ils passent par la France qui doit être le support, les supporter pour aller demander. Mais est-ce que c'est logique? Je ne comprends pas. Donc, les jeunes dirigeants d'aujourd'hui doivent comprendre, on ne leur demande pas de couper le cordon ombilical, on leur demande de lire dans les tests. Parce que tout est dans les tests. La plupart des pays francophones ont taillé leur constitution sur la constitution française. Donc c'est simple. Les tests qui sont dedans sont les mêmes tests qui sont dans la constitution française. C'est pas compliqué. On appelle de l'immigration. Oui. Des milliers de jeunes Africains rêvent l'Europe, rêvent l'Occident. On a même vu lors du dernier mondial, ça fait... C'est honte à l'Afrique où des jeunes Ghanéens qui sont partis pour soutenir leur équipe au mondial. Mais plus de 200 personnes sont restées au Brésil pour demander l'asile politique. Vous qui êtes consultant, journaliste consultant, quelles sont les pistes pour stopper, pour freiner Écoutez, ce phénomène? Jeunes frères africains, je vous dis, l'Europe, les États-Unis que vous voyez là, c'est la plupart des gens qui ont quitté l'Europe, la vieille Europe, pour aller là-bas, c'est eux qui ont construit. En plus des esclaves, tout et tout. Donc, l'immigration, c'est un fait naturel. Les Africains qui quittent leur pays pour venir dans les pays développés, c'est pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de survie. Qu'on le veuille ou pas, si vous êtes bien là où vous êtes, vous ne quittez pas. Vous ne quittez pas. Donc, j'ai été au Sénégal pour mener une toute petite enquête. Mais vous avez certainement vu d'autres documentaires à la télé. Des jeunes qui bravent la mer. Je ne vous dis même pas. Ils bravent la mer pour venir en Europe. Il y a des embarcations bizarres et ils disent, je tente ma chance, si j'arrive, je suis parti. Et je vais sauver ma famille. Vous croyez que tous ceux qui partent, qui disparaissent pendant les couples, les machins, tout ça, ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils veulent revenir au pays pour arranger leur pays. Ils viennent parce qu'il n'y a pas d'espoir dans leur pays. Ils partent parce que dans leur pays, ils ne voient pas d'issue. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un jeune qui a un diplôme d'ingénieur, qui a un diplôme de ceci, les masters, qui a tout ça, qui est en Afrique, et qui n'a pas de boulot, mais qui n'a aucune vision, il ne sait pas comment demain va être. Nous autres qui sommes ici, nous sommes venus pour la plupart avec des diplômes d'ingénieurs, diplômes de ceci, des médecins. Mais nous nous mettons à récurer, à travailler comme des bourreaux. Pour ceux qui sont seulement courageux. Moi, j'ai travaillé comme un ouvrier ici. Je suis venu ici avec un diplôme d'ingénieur, mais j'ai travaillé comme ouvrier. Donc, nous venons ici, pas parce que ça nous fait plaisir de venir ici. Ça nous fait plaisir parce que nous cherchons un meilleur lendemain pour nos familles rester en Afrique. Ne vous méprenez pas.
Pour qu'un pays soit considéré un pays qui va commencer à amorcer l'essor économique, il faut qu'il ait un minimum de 30 millions d'habitants. Il y en a combien en Afrique qui ont 30 millions d'habitants? Au niveau des calculs démographiques, c'est ce qu'il faut. Vous pouvez demander à tous les experts. Il n'y a que le Congo, il n'y a que le Nigeria, il y a quoi encore? Il n'y a pas beaucoup qui ont plus de 30 millions d'habitants. Donc ce sont tous des petits pays. Mais si les gens n'arrivent pas à rester, ça veut dire que les gens, ils ont des mauvaises politiques d'intégration des enfants, des jeunes qui finissent les études. Figurez-vous qu'ici en Belgique, par exemple, on ne peut pas faire des médecins pour faire des médecins. On ne peut pas faire des pharmaciens pour faire des pharmaciens, non. Il y a un code, Régis. On dit on a besoin de pharmaciens ici, ils sortent, ils vont travailler. On a besoin de médecins ici, ils vont sortir, ils vont travailler. En Afrique, ce n'est pas le cas. Ah non, on fait l'école de pharmacie, on fait l'école de médecine. Il y a des gens avec qui j'étais à la fac, au campus. Donc, depuis 96 que j'ai fini mes études, il y en a qui sont sortis pharmaciens. Ils n'ont pas encore de pharmacie aujourd'hui. Ils n'ont pas encore de... Ils n'ont pas de travail, alors qu'on a fini nos études ensemble à l'université d'Abidjan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de politique. Parce que ceux qui ont donné les indépendances à l'Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, au temps de Houphouët-Boigny, tous les médecins qui sortent, tous les pharmaciens, ils ont une enveloppe budgétaire pour faire leur officine. Et ils vont rembourser à l'État. Et ça marchait. Comment vous pouvez penser qu'un étudiant en pharmacie qui fait 8 ans, il finit les études, il a un stage, on le paye 150 000 francs CFA, à la limite s'il a encore la chance. Mais après, il est sur le carreau. Vous allez accuser les Blancs? Vous allez accuser qui? Ils ont un budget de 2000 milliards de dollars par an. Ils font quoi leur budget? Chaque année, ils ont des budgets qui votent. Il faut donner une priorité. Parce qu'un pharmacien qui va avoir son officine, il va payer des taxes, donc il va toujours ramener l'argent. C'est un cycle. Donc je pense que c'est une question de bonne gestion, de bonne pratique, parce que les gens, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés aujourd'hui de la politique de production. En Afrique, les gens, ils pensent la politique, oh si je suis ami aux politiques ou machin, tout et tout, mes choses vont avancer. Même dans l'attribution des contrats. Ah, je connais ce politicien, ça passe. Mais non. Mais d'accord, l'Europe traverse une crise économique grave. Est-ce qu'un jour l'Afrique peut devenir un Eldorado? Les dirigeants africains. J'étais en train de terminer. L'Afrique puisse faire rêver aussi les Européens. J'étais en train de terminer sur la question de l'immigration pour dire la construction des bases doit commencer en Afrique. Il faut que l'Afrique donne envie de rester en Afrique. Mais vous parlez de la question de l'Eldorado, l'Afrique est déjà un Eldorado. La dernière fois que j'étais en Asie, j'étais à Shanghai, j'étais à l'aéroport pendant je devais changer l'avion, et il y a un monsieur qui vit à Singapour qui lui dit, après l'Asie, c'est l'Afrique. En matière de potentiel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit le produit chinois patati et patata. Mais tous les avions qui vont en Chine sont bloqués par des Européens. Soit pour partir là-bas pour vérifier, pour faire du sourcing, pour voir s'ils peuvent avoir des produits qui vont réaménager, vendre sur le terrain ici, soit pour trouver des débouchés là-bas. Vous imaginez, en Chine, 1 milliard 465 millions d'habitants. Je vous dis, il suffit seulement qu'une seule personne paye un GSM. Bon, on va dire 900 millions de personnes payent un GSM. Par an. C'est l'argent gratuit. Sans compter les autres services. L'Afrique est un Eldorado déjà. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce que ici, en Afrique, on fait encore la culture saisonnière, on fait les jachères, tout et tout. Mais ici, on fait la culture intensive, sur une seule parcelle. On peut planter trois fois dans l'année différents types de produits sur une seule parcelle. En Afrique, on fait encore les jachères. On plante ici aujourd'hui, demain on plante là-bas, on laisse le temps ici de reposer. L'Afrique a toutes les potentialités. Les produits halieutiques, les produits agricoles, il y a tout en Afrique. C'est une question d'orientation. Comment pouvez-vous croire qu'il y a des riches, en tout cas j'ai la liste au moins des 10
personnes les plus riches de l'Afrique, ils ont leur argent où? Dans les pays européens. Ils ont tout cet argent-là pour faire quoi avec? Donc l'Afrique est déjà un Eldorado parce qu'il y a des riches aussi en Afrique. Parlons de la pauvreté. La pauvreté touche particulièrement l'Afrique. C'est l'un des continents les plus touchés par la pauvreté. Oh, potentiellement, l'Afrique est très riche. Que faire? Vous savez très bien qu'après les dures guerres, la Chine a été un pays extrêmement pauvre. Ils n'avaient même pas à manger. Ils n'avaient même pas la possibilité d'acheter de la viande. Donc, les Chinois, ils prenaient des feuilles, ils les malaxaient pour donner l'impression d'une boule de viande pour mettre dans leur sauce pour manger. En tout cas, j'ai des amis chinois qui m'ont dit ça. Donc, je ne parle pas dans le vent. Je leur ai demandé comment les Chinois sont devenus aussi puissants. Ils ont dit, avant, on était plus pauvres que l'Afrique. Après les guerres. Et qu'est-ce qu'on a fait? L'autosuffisance alimentaire. Un enfant qui a faim, il ne peut pas réfléchir. C'est comme un savant, c'est comme tout le monde, c'est quand même comme un politique. Si vous n'avez pas mangé, vous allez faire quoi? Bon, vous allez peut-être me dire qu'il y a du désert en Afrique, patati et patata, mais il y en a aussi au Mexique. Il y en a aux États-Unis. Il y en a aussi en Australie. Et le désert dans d'autres pays que l'Afrique. Donc ce n'est pas une excuse. Il y a le désert aussi en Israël. Centrale n'a pas de désert, l'Afrique. Je pense que il y a des choses à faire. La pauvreté n'est pas une finalité, n'est pas une fatalité en Afrique. Non. Moi j'ai vécu là-bas, j'ai fait mes études là-bas, on va rien m'enseigner sur l'Afrique. Je ne connais pas que la Côte d'Ivoire, je connais partout où je suis passé avant. Donc, on ne va pas me raconter des histoires des sornettes. On dit, là, on met l'opprobre sur l'Afrique pour dire la pauvreté, c'est l'Afrique. J'ai des amis chinois qui me disaient, je leur dis, écoutez, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique? Ah oui, on pense que c'est un pays pauvre qui se fait manipuler par les pays, et c'est un continent pauvre qui se fait manipuler par les Européens. Ils n'ont rien. Donc, nous, tout ce qu'on fait, on envoie les produits qui sont de mauvaise qualité, qui ne sont pas chers, parce qu'ils ne peuvent pas payer les bons produits. Vous voyez un peu la caricature. Pourtant, il y a des Africains qui ont des Rolls-Royce, qui ont des Ferrari, et ça, ce sont les voitures de pointe. Ça veut dire que l'Afrique doit commencer par s'autosuffire, s'alimenter. Comment vous arrivez au Sénégal? Ils mangent plus que du riz. Soi-disant parce qu'il n'y a pas de possibilité de planter la banane ou autre chose. La banane qui vient de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, ça coûte cher. C'est une question de distribution, tout simplement. Il y a la logistique à développer en Afrique. Pour pouvoir distribuer les produits là où on en a besoin. Il y a une vraie politique d'intégration que les Africains doivent faire. Il n'y a pas de pauvreté qui tienne. J'ai été dans certaines zones de production en Côte d'Ivoire où on fait la banane ici, on fait du manioc là, on fait des lignames ici, où les denrées pourrissent. Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de véhicules pour les déplacer, pour les envoyer dans les zones où on en a besoin. Mais entre-temps, ailleurs, on n'en a pas besoin. On en a besoin, on n'en a pas du moins, j'allais dire. Je pense que c'est l'intégration qu'il faut en Afrique. Il faut que les Africains commencent à penser qu'aujourd'hui, l'Afrique est une indivisible. Il y a 5 continents. Le seul continent où il y a les Noirs d'origine, c'est en Afrique. Il n'y a pas ailleurs. Les autres, on les a déportés. Que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où, on les a déportés. Où ils sont allés pour des raisons d'immigration. Donc les Africains doivent comprendre aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils comptent sur les Blancs ou les étrangers pour venir arranger tous les problèmes d'Afrique. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités. Si un Blanc doit aller régler un problème africain aujourd'hui, il va le calquer sur ce que lui, il connaît. Et il va aller là-bas et dire, ça je sais que c'est bon. Mais vous allez vous étonner que ça ne marchera pas. Parce que tous les programmes d'ajustement structurel qu'on a imposés aux pays africains, au gouvernement africain, ça n'a pas marché. Tout simplement, ce n'est pas la même chose. C'est une question de démographie. C'est une question de façon de vivre. Donc ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. Donc il faut adapter les solutions au lieu, aux situations où on se trouve. Mais qui blâmer? C'est l'Occident qui en profite, parce que l'aide au développement, ça profite beaucoup plus. 50 milliards de dollars que l'Afrique. 50 milliards de dollars, pas plus. On donne
Vous parlez de l'aide. Ils donnent combien? Qui blâme les dirigeants africains? Je dis... Qui gèrent mal? Non. Ou c'est l'Occident? L'aide au développement qu'on donne aux pays africains, c'est pas la panacée. Il faut seulement diviser ça par le nombre de pays qui doivent recevoir cette aide-là. Vous allez voir que ce n'est pas signifiant, ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas rêver. Le plan Marshall après la guerre mondiale, ils ont donné des milliards à la Belgique et en France. Mais ce n'est pas tout le monde entier qu'on a donné. Nous aussi, on a été touchés par la guerre dans les pays africains. Les milliards de dollars qu'on a donnés à ces pays-là, on ne l'a pas donné aux Africains. On ne les a pas donnés. Les Africains, au vu, au su de tout le monde, ont été victimes de la colonisation, la traite négrière, tout et tout. Quand on l'a aboli, on a donné quoi? Est-ce qu'on a donné le plan machin, on a réorganisé l'Afrique? Non, on les a laissés pour compte. Mais figurez-vous, dans le processus de connaissement, dans le processus de connaissance de l'être humain, on dit il y a une partie qu'on appelle dogmatique. Quand vous êtes petit, on vous apprend tout. Mais à un moment donné, vous avez la réflexion. Vous devez vous dire vous-même, aujourd'hui, je suis grand. Je connais ce que je dois faire pour moi-même. Il est temps que l'Afrique pense ça. Moi, je rigole quand je vois tous les séminaires. Quand je pars dans les séminaires des pays africains, ils font de la lecture. Ils discutent de rien. En Afrique comme ici. Ils font la lecture, ils lisent et ils adoptent. Et on dit, bon, on met une motion finale, on signe la motion. Ça, c'est quoi ça? C'est pas de la réflexion. Donc, rien ne va changer. Donc, tout est téléguidé, tout est déjà préparé. Ils vont au séminaire, ils font ceci aux États-Unis, en Europe, en Afrique, à Addis Abeba, à Malabo, et on fait quoi? C'est la routine. Il y a ce qu'on doit faire. Ce qui fonctionne là, on prend, on essaie là-bas, ça fonctionne. Est-ce que vous allez me dire que le blé ne peut pas marcher en Afrique? On ne peut pas planter le blé? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas planter le maïs? On plante le maïs chez les Blancs ici. En tout cas, franchement, quand je suis venu habiter ici, en Europe, la seule chose qui m'a premièrement surpris, c'est que j'ai vu les champs de maïs. Je dis, non de Dieu, le maïs chez les Blancs? On dit, oui, mais tu rigoles. On fait le maïs ici. Donc, le maïs, on le fait ici. Pourquoi on ne ferait pas autre chose chez nous? Le problème de la pauvreté, ça commence par chez nous. Je vous dis une chose. On peut planter le maïs. On peut planter du riz. On peut planter les bananes. On peut planter les fécules. On peut planter le piment. On peut planter tout, mais on ne peut pas planter le sel. On ne peut pas planter la viande. On ne peut pas prendre le poisson. Mais on peut élever les chèvres, les vaches. On peut pas pêcher le poisson dans l'eau douce. En attendant d'avoir l'argent. Puisque maintenant, tout le monde pense les aides. On donne l'aide, mais franchement, quand on donne l'aide à des gens, on donne des 2 millions, le président a donné 2 millions à la famille éplorée. Et ils vont s'entre-déchirer pour 2 millions. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Mais non. Ils doivent comprendre que ils doivent s'autosuffire, manger, planter ce qu'ils mangent. Ça commence par là. Merci beaucoup, Dokou. C'est vraiment un regard sur l'Afrique. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Oui, j'aimerais dire à tous nos frères aujourd'hui qui sont candidats à l'immigration, c'est un problème sérieux qui nous tient à cœur. Voyez-vous, les gens passent par la Libye, par le Maroc. Ils passent partout. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils peuvent pour venir en Europe. Mais le printemps arabe nous a démontré par A plus B que ce n'était pas la meilleure solution. Tous les Tunisiens, tous les Égyptiens qui sont venus en France, qui sont passés par l'Italie, il y a beaucoup qui sont repartis du pays. S'ils ont assez d'argent pour venir ici, tout le petit groupe qui font là, parce qu'ils ne payent pas moins de 2500 $, ceux qui vont passer là, pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble pour créer une toute petite affaire? Toute petite affaire. S'ils ne peuvent pas créer une grande société, une toute petite affaire de transporteur, pour essayer de faire quelque chose, prendre les bénéfices de côté. Ouais, ils vont me dire, ouais, c'est facile, lui il est là-bas, il croit que c'est facile. Mais non. Mais non.
Mais non, c'est faisable. Mais c'est parce qu'il n'y croit pas. L'Africain pense qu'il est même complexé quand il est devant un blanc. Il pense que quand le blanc dit ça, c'est la palisse, c'est la vérité de la palisse, c'est juste. Eh bien, moi, ça fait beaucoup plus de 10 ans que je suis ici. Même avant que je vienne ici, je travaille dans une société française en Côte d'Ivoire. Je sais très bien que la solution finale ne vient pas de blanc. On n'est jamais servi que par soi-même, et bien servi par soi-même. Le problème d'immigration, ça peut se résorber par une bonne politique locale d'intégration nationale. C'est un scandale de croire que tous ceux qui viennent ici, ils seront bien, ils vont trouver une solution, ils seront bien traités, ils vont avoir des aides. Non, l'Europe s'essouffle. Il faut que les Africains comprennent que au niveau local, au niveau régional, il y a des solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bola ndaka miko pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali